Bienvenue de nouveau sur Festiseva. Alors là, on va pas faire une pratique de yoga. Ce que je vous propose, c'est autre chose. On va échanger quelques mots sur le yoga. Alors, parler du yoga en général, ce serait trop vaste. Il y a vraiment beaucoup à dire. On aurait forcément quelque chose de trop réducteur avec le temps qu'on a là. Mais par contre, on peut s'intéresser à une question qui est pas mal, qui permet d'approfondir vraiment notre pratique et le pourquoi on pratique le yoga. C'est la place de la posture dans le yoga. Voilà. Donc, on peut commencer peut-être à regarder justement deux visions qui me paraissent trop réductrices de la place de la posture ou du yoga. La première, ça pourrait être une vision du yoga qui consiste à dire que faire du yoga, c'est pratiquer une succession de postures. Faire une séance de yoga, c'est faire une posture, puis encore une posture, puis encore une posture, puis encore une posture, avec l'idée que ça va travailler le corps, ça va l'assouplir, ça va l'étirer, ça va le modeler, ou bien qu'on va pouvoir se servir de telle ou telle propriété physique de la posture, ou énergétique de la posture. Alors c'est bien, c'est déjà très très bien vraiment de prendre soin de son corps. C'est vraiment une bonne disposition de départ de dire qu'on va pratiquer pour prendre soin de son corps. Le seul souci, c'est que si on en reste là, on se coupe de l'immensité, de l'immense potentiel du yoga, de ce que ça pourrait nous apporter. Il y a vraiment plus que ça. Travailler son corps, à l'assouplir, à le raffermir, à le tonifier, à l'énergiser et tout ce qu'on veut, c'est super, mais ce n'est pas que ça. Et puis ça pourrait nous emmener dans un autre écueil qui serait de plus on en fait, mieux c'est. Et puis dans la suite, j'espère que j'essaierai de bien vous faire passer que c'est pas parce qu'on fait beaucoup de postures, c'est pas forcément parce qu'on fait plus qu'on aura plus comme effet. C'est vraiment une autre façon de pratiquer, c'est vraiment un autre état d'esprit qui va nous amener sur la voie du yoga. Alors il y a une autre vision qui est réductrice du yoga. Ce serait celle qui tendrait à dire que il y a une posture ok, mais en fait le corps n'est pas grand chose. Le corps il est là ok, mais ce qui est vraiment important, ce serait seulement la sphère spirituelle, la sphère de l'esprit, ce qui dépasse le corps, ce qui dépasse l'incarnation concrète matérielle. Et là du coup c'est un peu dommage aussi parce que si on a un corps, il doit bien y avoir une raison. Et les pratiquants qui sont trop dans cette vision-là peuvent être amenés à, en quelque sorte, négliger, mépriser, voire violenter le corps. Et du coup, la posture, ça peut devenir un prétexte à se forcer, à contraindre, à casser le corps, ce qui n'est pas non plus, là, de mon point de vue, la meilleure façon d'apporter le yoga et ce qui nous coupe de son but vrai, de son but réel. Alors, du coup, on vient de passer par deux points de vue qui sont réducteurs. Alors, le premier parce qu'il ne s'intéresse qu'au corps, le deuxième parce qu'il ne s'intéresse pas justement assez au corps ou parce qu'il le méprise. Donc, du coup, moi, j'aimerais vous parler d'un autre point de vue sur le yoga. Alors, un point de vue qui fait qui dirait qu'on n'a pas besoin d'être un gymnaste avec un corps de rêve et des possibilités physiques au-delà du commun pour pouvoir pratiquer. Un yoga qui ne s'adresserait pas seulement à ceux qui veulent aller au-delà de l'incarnation terrestre matérielle, mais vraiment un yoga qui est bénéfique pour tous. Alors qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit jeune, qu'on soit âgé, qu'on soit quelle que soit notre profession, quelle que soit notre culture ou quelle que soit notre religion, qu'on soit athée ou pas d'ailleurs, le yoga est une formidable proposition qui peut nous apporter beaucoup, et pas seulement physiquement. Alors cette voie-là, cette façon de voir, elle est exposée dans un texte qui est vraiment racine dans le yoga, donc je l'ai à côté de moi. Ce sont les Yoga Sutras de Patanjali. Donc voici une des éditions qui permet de les connaître un petit peu, de les lire.
Dans ce texte-là, qui est très ancien, il n'y a aucune description de posture. Donc on ne parle pas de il faut mettre un pied derrière la tête, de où est-ce qu'on doit mettre, comment on doit aligner la jambe. Vraiment, il n'y a pas de mode d'emploi de la posture dans les Yoga Sutras. Et pourtant, Patanjali, l'auteur des Yoga Sutras, nous parle de la posture. En fait, il nous parle de quelque chose qui est différent de la posture. Moi, j'ai dit posture, mais il parle de quelque chose qu'on nomme asana. Asana, vous avez déjà entendu parler de ce mot-là, vous l'avez déjà entendu. Quand on parle d'une posture de yoga, en général, on a un nom en sanskrit qui se termine par asana. On le traduit en général par posture. Par exemple, si on dit Vrikshasana, ça va être la posture de l'arbre, parce qu'il va y avoir arbre et posture, et donc on va le traduire comme ça. Et asana, en fait, dans les Yoga Sutras, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que juste la posture. C'est quelque chose qui est plus profond que juste la position qu'on va adopter ou la forme qu'on va demander au corps d'adopter. Pour Patanjali, asana, c'est un état. Pour donner une image, je peux essayer de vous reparler d'une petite méditation, entre guillemets, visualisation que j'utilisais en classe avec mes élèves, donc des enfants. Et on faisait une visualisation qui nous servait à ramener un petit peu de calme. Par exemple, quand on revenait de la récréation, qu'on était tout feu, tout flamme, je leur demandais d'imaginer une étendue d'eau, comme une flaque ou une mare, qui était tout agitée parce qu'on avait joué avec un bâton dedans. Je leur demandais d'imaginer toutes les particules qui étaient soulevées, qu'effectivement on avait quelque chose qui était très agité, très opaque. Et puis tranquillement les yeux fermés, on essayait d'imaginer qu'on arrêtait d'agiter cette eau, que la surface de l'eau allait se stabiliser, et que petit à petit, toutes les particules de terre qui avaient dansé, qui s'étaient agitées dans cette eau, allaient tranquillement se déposer au fond de la flaque ou au fond de la mare. Et en faisant ça, ou justement en ne faisant plus rien, il se passait que plus on attendait, moins on faisait, et plus l'eau était transparente, plus l'eau était calme, et plus on pouvait du coup se poser. C'est un peu l'idée de asana. C'est comme si on était un contenant, que notre intérieur était plus ou moins agité suivant la situation extérieure à laquelle on est confronté, ou bien la situation intérieure, les émotions, les pensées, à laquelle on est aussi confronté. On a de l'agitation qui vient de l'agitation mentale. Et le fait de s'immobiliser à un moment donné dans asana permet de laisser retomber cette agitation, de laisser se poser ce qui doit se déposer. Et quelque part, il y a quelque chose qui va s'éclaircir, quelque chose qui va se calmer. Cette image-là, elle permet de comprendre, de commencer à toucher à la notion d'asana. On essaye d'immobiliser le contenant pour qu'il y ait quelque chose dans l'état intérieur qui s'apaise, quelque chose qui se pose. Alors ça ne veut pas dire que dans une séance de yoga, on doit bannir le mouvement, c'est pas du tout ça que je veux dire. Le mouvement, il est là, il est présent et il est nécessaire. Il a une place, il a entièrement sa place dans une séance de yoga. Alors par exemple, on ne peut pas se passer de mouvement pour pouvoir préparer le corps, s'échauffer, réveiller. Il peut y avoir un réveil articulaire, un réveil musculaire, on peut avoir envie de délier, et puis tout simplement, symboliquement, à un moment donné, le fait de bouger, ça nous permet d'entrer quelque part dans la séance de yoga quand on est sur notre tapis. Donc il y a un acte en mouvement qui est fait, il y a des mouvements qui sont faits dans la séance de yoga, et ils sont tout à fait nécessaires, ces mouvements-là. Ces mouvements sont là pour, à un moment donné, laisser la place justement à une immobilité. Souvent, cette immobilité, on va la retrouver à plusieurs moments dans la séance de yoga. Dans la façon dont je pratique, ou que j'essaye de pratiquer, on n'a pas trop de postures dans une séance. On essaye d'en avoir peu pour que chaque posture puisse être un temps
de qualité passer dans l'immobilité, que ça soit pas une succession et encore une succession de postures qui s'enfilent et puis qu'au bout d'un moment on perde quelque chose. Donc on va s'installer dans 1, 2, 3 postures qui sont un petit peu tenues dans la séance et le reste de la séance, ce sont effectivement des préparations à ces moments-là. Une fois qu'on arrive dans ces postures-là, donc c'est 1, c'est 2, c'est 3 postures, on va dire, dans la séance, où on a une certaine mobilité, c'est comme si on arrivait, on s'était préparé avec toute la séance, un petit nid, et qu'ensuite on s'installait. On s'est activé, on est allé aménager, on est allé chercher des choses, on a aménagé, on a organisé notre petit nid, et maintenant, au moment où on entre dans la posture, c'est le moment de s'installer, de se poser, de se reposer en soi. Si je reprends l'image de tout à l'heure avec de l'eau agitée, c'est comme si on a un petit peu agité une boule à neige, une petite boule à souvenir, et qu'à un moment donné, de poser cette boule, ça va permettre de laisser la neige se déposer, de laisser les paillettes se déposer, et enfin on va pouvoir voir, enfin il y a quelque chose qui s'éclaircit pour qu'on puisse voir en soi, pour qu'on puisse voir à l'intérieur de soi ce qui se passe vraiment avec un regard clair. Donc si on revient au Yoga Sutra, asana ce n'est pas une chose que l'on fait, c'est un état qui se produit. Pour que cet état se produise, il va falloir, notre seul travail, entre guillemets, c'est de créer des conditions. On a préparé nos postures, on a préparé le corps, on a fait des mouvements, on s'est installé dans une posture, dans une position du corps donné, et à ce moment-là, se produit ou pas l'état d'asana. Tout à l'heure, c'était l'idée de laisser les particules de terre se déposer dans la flaque de boue. On peut aussi imaginer que on a une boule à neige, on va laisser la neige se déposer et les paillettes se déposer et enfin va apparaître clairement le petit sujet, ce qu'il y a à voir dans cette fameuse boule. Je vous ai aussi donné l'idée de préparer son nid pour pouvoir se poser bien à l'intérieur de soi. Cet état qui va arriver, qui va se produire ou qui ne va pas se produire, va nous permettre d'entrer en contact avec nous, d'aller dans la connaissance de nous-mêmes. Alors pour en parler un petit peu mieux, je vais me servir du coup des Yoga Sutras. Pour les pratiquants des cours collectifs, on en a déjà parlé de certains versets là que je vais citer. Donc le premier passage qui concerne asana dans les Yoga Sutras, c'est un verset qui dit en sanskrit Stira Sukham Asana. Alors stira en sanskrit, ça va être l'idée de ce qui est solide, de ce qui est stable, de ce qui est durable. Et puis sukha, c'est le bonheur. Et donc asana, c'est en lien avec ces deux choses-là. On a vraiment l'idée que pour être dans asana, effectivement, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui tienne, quelque chose qui soit ancré. Et en même temps, on ne peut pas être dans asana si on n'est pas heureux, s'il n'y a pas cette notion de bonheur, si on n'est pas dans quelque chose qui est agréable. Alors, on revient à ce qu'on disait en tout début de cette petite causerie, si on est dans une vision du yoga où on est en train de dire qu'on va forcer son corps, que si la jambe ne veut pas se tendre, mais on va quand même aller jusqu'au bout, la tendre et se faire mal, ben non, quand il y a douleur, on n'est pas du tout dans asana, et on est même en train d'empêcher cet état-là d'arriver. Le deuxième aphorisme des Yoga Sutras qui concerne asana, c'est Prayatna Shaitilya Ananta Samapati Bhyam. Alors vous excuserez ma prononciation du sanskrit, c'est pas ma spécialité. Dans ce verset-là, il y a un équilibre entre Prayatna qui est l'effort. Alors le yoga, contrairement à ce qu'on pense aussi des fois, c'est pas juste complètement se laisser aller, c'est pas quelque chose qui va se faire tout seul. Il y a un effort à faire. Et Shaitilya, par contre, c'est le relâchement. Donc déjà, on va essayer de trouver cet équilibre entre l'effort et le relâchement. Il y a donc la recherche d'un effort qui est juste. Et quand cet effort est fourni, d'un relâchement.
Ça, vous en avez sûrement entendu parler si vous avez pratiqué avec moi déjà ou avec d'autres enseignants de cette lignée-là, de cette façon de faire là. Ce qui va nous aider vraiment à trouver cet équilibre-là, c'est de suivre sa respiration naturelle. Quand on suit sa respiration naturelle, l'effort est naturel, l'effort est juste pour le corps et on a peu de chances d'aller à l'encontre de notre nature, de ce qui est fluide. Ensuite, dans le petit verset que je viens de citer, il y a l'idée de méditation, d'être un avec soi. Ça passe par la posture. Donc la posture nous ancre dans le réel, il y a un effort qui nous ancre dans le réel, et une fois qu'on est dans ce réel, et qu'on accepte de se relâcher, qu'on accepte de lâcher le vouloir, qu'on essaye d'être juste là où on est, dans la position dans laquelle on est, à ce moment-là, on peut se sentir installé et on peut sentir peut-être, quand asana s'installe, qu'on peut rester longtemps. Alors bien sûr qu'on ne peut pas rester l'éternité, même si dans ce que je viens de dire, il y a un anta qui veut dire infini, comme si ça pouvait durer à l'infini. À un moment donné, le corps va dire stop, c'est bon, c'est suffisant, et dans ce cas-là, on s'arrêtera. Mais il y a un petit moment pendant lequel on a cette impression que ça pourrait durer toujours. Et si vous avez déjà touché, si vous avez déjà ressenti ça à un moment donné dans une posture, bah ça y est, c'était ça, un petit peu asana, on commence à y être. Il y a cet effort juste, il y a ce relâchement, et il y a cette idée que on est tellement bien dans cette posture qu'on pourrait y rester toujours. Donc on est à la fois très présent et à la fois il y a quelque chose de nous qui disparaît dans la posture. Ce qui disparaît, c'est comme une crispation peut-être autour du jeu, de qu'est-ce qu'on est exactement. On n'est plus en train de s'occuper de sa profession, de son statut, de notre vie extérieure. On est vraiment à un moment donné installé dans l'ici, le maintenant, ça c'est à la mode, mais il se trouve que c'est super important. Et installé à cet endroit-là, à ce moment-là, en ayant lâché tout ce qui doit être lâché, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Et cette façon de s'ouvrir nous permet de faire disparaître une crispation autour du soi. Et permet réellement de découvrir un petit peu plus à chaque fois notre vrai soi. D'aller un petit peu plus à la rencontre de ce soi. Et on arrive au troisième verset qui dit qu'à partir de cela, on n'est plus assailli par les dilemmes et les conflits. C'est pas mal. Alors c'est la traduction qui est donnée par Françoise Mazet, donc qui est la traductrice dans cette édition-là. Mais elle est vraiment chouette parce que une fois qu'on a créé les conditions pour que asana se produise, une fois que asana s'est produit, c'est quand même génial de penser que quand on est dans cet état-là, on n'est plus assailli par les dilemmes et les conflits. C'est l'apaisement du mental. Dans les situations qu'on vit, dans la vie de tous les jours, on est souvent pris par des choix, on est souvent pris par des infos, en train de recevoir de toutes parts des informations dans tous les sens. On est souvent pris dans plein d'impossibilités, on est souvent pris dans plein d'obligations, on est pris par des souvenirs, on est pris par des projections vers le futur. Et tout ça, ça bouscule, ça s'agite et ça nous emmène constamment dans un flux mental qui est quasi ininterrompu. Quand on arrive de temps en temps à se poser, eh bien ce qui se passe, c'est que ça s'éclaircit, que ça s'apaise, et asana, c'est ça. C'est cette immobilité qui va permettre que ça s'apaise, que le mental se taise un petit peu et qu'on puisse profiter d'une éclaircie. Tout ça nous ramène au but du yoga, comme énoncé dans les Yoga Sutras, encore les Yoga Sutras. Au tout début des Yoga Sutras, la définition du yoga, elle est donnée par Patanjali.
Le yoga, c'est l'apaisement des perturbations, des mouvements incessants du mental. C'est tout simplement ça. Alors oui, le yoga, c'est une excellente pratique de santé. Oui, le yoga, c'est une excellente pratique de bien-être. C'est vraiment une pratique fabuleuse pour tout ça. Mais à l'origine, à la base, l'essence même du yoga, c'est pas qu'on soit plus beau, plus musclé, plus fort, en meilleure santé. La base, vraiment, c'est que le mental s'apaise. Ce qui nous amène finalement à la justification d'une assise en fin de séance. Or, quand je dis assise, ça peut être une assise vraiment dans une posture assise, ou bien se relâcher tout simplement et être dans l'accueil à la fin de la séance dans la posture allongée. Donc en général, on propose les deux, il n'y a pas de souci. C'est pas tellement la posture du corps qui importe, c'est l'état dans lequel on se met, un état vraiment détendu, confortable, dans lequel on va pouvoir se poser pour observer. La posture allongée, elle a quand même un petit problème, on va dire, c'est qu'elle va nous exposer à l'endormissement, souvent. C'est pour ça qu'en général, on termine par une assise. Mais voilà. L'assise à la fin de la séance de yoga, c'est l'accomplissement naturel, c'est l'accomplissement logique, c'est l'aboutissement de la séance de yoga. On peut avoir fait de très belles postures auparavant, mis le corps dans des choses magnifiques, si à la fin on peut pas, quand on s'assoit, ressentir un apaisement, eh bien on est quelque part passé un petit peu à côté de l'objectif. Cette assise, donc, elle justifie la séance de yoga également parce que si on n'avait pas fait tous ces mouvements, peut-être que en s'asseyant, on se retrouverait avec des douleurs, des choses inconfortables, cette agitation qui est encore trop présente. Donc, la séance de yoga ne sert pas à rien. Le yoga, ça sert finalement à méditer, mais plus on va être confortable, plus on va être à l'aise, plus on aura de bien-être à être dans une certaine position, et mieux on pourra s'abandonner à la méditation. Pour résumer, si toutes les conditions sont réunies, donc on a une pratique qui est régulière, on a une pratique qui est constante, qui est motivée, si on a un nid qui est bien préparé, que la séance a été bien menée et que du coup on est bien dans notre assise, à ce moment-là, on peut arriver à un autre état qui est l'état de méditation. Alors là, il faudrait parler vraiment des 8 membres du yoga. Encore une fois, ça fait partie des Yoga Sutras de Patanjali. Ces 8 membres, ils sont vraiment importants parce qu'ils nous montrent que le yoga ne s'arrête pas au tapis, que c'est vraiment plus large que ça, que c'est plus grand que ce qu'on fait pendant une séance de yoga, que ça s'applique à notre vie. En fait, les Yoga Sutras, c'est vraiment un traité de vie, c'est quasiment un traité de philosophie, c'est quasiment un traité de psychologie. Malheureusement, c'est pas le sujet du jour. Donc on va pas parler des 8 membres du yoga, mais juste sachez que dans cet enchaînement des 8 membres, eh bien, il y a asana, il y a pranayama, et il y a ensuite des états de méditation qui se produisent, qui découlent naturellement une fois que toute la base a été posée. Une fois qu'on a posé une base de comportement, une fois qu'on a posé une base de pratique, une fois qu'on a laissé arriver notre souffle naturel, eh bien, il va se produire cet état de méditation. Et cet état de méditation, à force de pratique, à force de fréquentation, nous amène tranquillement à l'état d'éveil. Si ça vaut pas le coup. Donc voilà. La porte d'entrée, c'est le corps. On ne peut pas se passer du corps. La clé de cette porte, c'est la pratique. L'élan qui nous amène, c'est la recherche de l'effort juste. Donc, si on a un corps, si on a un élan qui nous fait pratiquer, si on est dans cet effort juste,
eh bien on a la porte, on a la clé, donc on peut tranquillement ouvrir et cheminer. Avec ça, il va falloir par contre ne pas avoir d'attente. Il va falloir qu'il y ait un grand lâcher-prise. Et pourtant c'est dommage parce que par rapport à tout ce que je viens de raconter, on se dit bah c'est super, alors on va y aller, on va pratiquer, et puis il faut qu'on ait des résultats. Eh bien non. Vraiment dans toutes ces pratiques-là, je parle pas seulement de yoga, il faut pratiquer avec ardeur, et pourtant il faut accepter de lâcher prise sur le résultat, ne pas vouloir absolument obtenir quelque chose. Et à ce moment-là, quand vraiment on pratique avec ardeur, mais qu'on lâche prise sur ce qu'on va obtenir, c'est là que on est libre, on devient enfin entièrement disponible pour recevoir quelque chose, pour recevoir des effets ou pas. Alors il y a une très belle citation qui vient des Yoga Sutras, qui est souvent récupérée dans plein d'autres contextes. Moi, une des premières fois où je l'ai entendue, finalement c'est dans le dojo d'un de mes profs d'aïkido. Donc autant dire que c'est quelque chose qui dépasse largement, encore une fois, ce qu'on fait sur un tapis de yoga. Cette citation-là, elle dit « Quand le désir de prendre disparaît, les joyaux apparaissent ». Ça parle d'une des qualités qu'on essaye de mettre en œuvre dans la vie, et ça fait partie, donc, cet extrait des Yoga Sutras. Mais cette citation, elle est vraiment chouette. Quand le désir de prendre disparaît, les joyaux apparaissent. Alors, je vous laisse méditer là-dessus. Ça a vraiment un sens très profond. On peut le décliner tout au long de la journée, tout au long de notre vie. Voilà. Donc on arrive à la fin de cette petite causerie, de ce blabla. J'espère que c'était pas trop long. Voilà, mais j'espère quand même avoir réussi à vous faire partager cette vision du yoga qui dépasse largement l'idée que le yoga c'est une simple gymnastique. Le yoga, ce n'est pas de la gymnastique. Ça ne s'arrête pas là. Ça va vraiment au-delà. Ça nous prend là où on est, dans notre vie de tous les jours, et ça va justement nous amener à la connaissance de nous, et ça va nous permettre de faire... souvent, ça nous amène à faire évoluer notre vie, notre comportement, notre vie complète. Ça ne s'arrête pas au tapis de yoga. Et c'est justement intéressant de voir qu'on a une pratique part du corps qui nous amène au-delà, qui ne nous amène pas en dehors, mais qui nous amène à aller vraiment au-dedans et au-delà de notre corps. C'est ce qui relie quand même un petit peu les pratiques que nous vous proposons au centre. On parle du yoga là, mais il y a aussi du qigong, il y a aussi de la méditation au centre. Ces pratiques-là partent du corps et nous amènent à beaucoup plus. On pourrait se retrouver en état de yoga, dans cet état qui est relié, dans cet état qui est relâché, dans cet état qui est clair, avec d'autres pratiques. On pourrait se retrouver en état de yoga en faisant de l'escalade, en faisant de la randonnée, en faisant du tricot. Du moment qu'on est installé à un moment donné dans quelque chose qui est bon pour notre corps, qu'on y est bien, que l'effort est juste, qu'on se sent ancré, que quelque chose s'apaise, que le mental arrête de nous emmener à droite, à gauche, dans tous les sens, eh bien, on est quelque part en train de faire du yoga. Le yoga, vraiment au sens large, du coup. Bon, eh bien, ça tombe bien, parce que un des sens du mot yoga, c'est union, c'est relier. Alors, une petite conclusion qui fait de lien entre tous, c'est pas mal. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention, vraiment. Si vous avez tenu jusque-là, bravo et merci. Je serais ravie de partager encore avec vous si vous avez des réactions, si vous avez des observations, s'il y a des choses qui vous ont choqué ou interpellé, eh bien n'hésitez pas surtout à m'envoyer un mail ou à me contacter. Dans l'écran qui va suivre, vous allez avoir toutes les coordonnées du centre, et sur le site du centre en particulier, vous trouverez les coordonnées
mes coordonnées, mon adresse mail, et si vous voulez continuer à échanger, on peut. Si vous voulez que ce soit un petit peu public, on peut continuer dans les commentaires en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation de visite à Festiseva. Vraiment profitez de toutes les ressources que vous avez. Il y a plein de choses géniales encore à découvrir. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.